Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui se monte extrêmement pump. La figure chartiste aujourd'hui annonce déjà un 50 000 $, voire une cassure assez forte, c'est-à-dire voir du vert, du vert, du vert et encore du vert. On va analyser cette figure-ci, voir également quel trade on peut poser dessus et également du coup quels différents take profit partiels on pourra indiquer et quel est l'objectif maximal également de cette figure. On va regarder si en tout cas il est possible d'autres indicateurs, d'autres signaux haussiers ou au contraire peut-être d'autres signaux baissiers qui iraient à contresens de ce fameux trade. Malgré tout, tout ceci sera fait durant la vidéo et après la petite intro. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar et vous allez le voir, comme je l'ai dit, c'est extrêmement pump. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme figure chartiste ici à l'écran? Eh bien, c'est tout simplement, on le sait, ou en tout cas la plupart des personnes le savent, je pense, un fameux fanion. Alors je reprécise, attention, un bull flag, ce n'est pas ça. Un bull flag, c'est quoi? C'est simplement une consolidation qui se fait entre guillemets en descendant. Donc je vais le dessiner, c'est un canal baissier. Donc un bull flag, c'est quelque chose qui ressemble plutôt à ceci, d'accord? Donc vous avez la tendance haussière, d'accord? Et puis après, vous avez la construction, entre guillemets, de votre fameuse figure dans ce canal, et puis extraction vers le haut. Pour ma part, ce n'est pas ce que je lis, moi je lis plutôt un fanion. Après, les objectifs sont pas grandement différents, on prend tout le temps la anse, c'est-à-dire finalement le pied du drapeau, on reporte le pied du drapeau au niveau de la cassure, alors que le fanion, on le rapporte par rapport non pas à la cassure, on l'aura compris, du canal, mais plutôt de cette espèce de triangle qui s'indique. La figure est assez similaire, après ça peut se jouer à certaines précisions techniques, etc. Mais on n'en est pas là. Les objectifs sont plus ou moins les mêmes et donc on ne va pas se disputer sur quelle figure on a exactement. Parce que c'est vrai, certains vont dire le canal, en fait, du fameux bull flag, il est là. D'accord ? Effectivement, c'est potentiel, mais moi je pars plutôt sur un fanion, étant donné que le canal, j'ai un peu du mal à l'installer de manière très propre, étant donné que j'ai une grosse mèche qui descend, pas plus de contact sur ce canal-là. Ici, vous allez me dire, c'est celui-là, mais pas la même. Idem, j'ai pas assez de contact, si vous voulez, physique par rapport au clôture de bougie et voire même aux mèches de toute manière que pour installer ça. Alors que le fanion, lui, vous voyez bien, il y a 3 contacts. Il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là, ça fait 3. D'accord? Ici, pour le moment, sur la résistance supérieure, c'est la résistance de toute façon, vu qu'on est dans un marché haussier d'office, elle est supérieure. On a un contact ici, un second contact là, et pour le moment, il y en a 2. Donc là, moi, je partirais beaucoup plus dans un fanion réel plutôt que dans un, on l'aura compris, bull flag. Alors, quels sont les objectifs, vous allez me dire, de ceci et comment installer les différents TP? Parce qu'on sait bien, il y a une méthodologie à placer, il y a un TP1, TP2, TP3 à placer, et également tout simplement un TP de sécu. C'est-à-dire que rien de compliqué pour ma part, le fanion, c'est-à-dire le pied finalement de ce fanion-là, entre guillemets, la anse du fanion, je la commence par rapport finalement à la réelle cassure et entre guillemets le vrai commencement du marché haussier oblique, c'est-à-dire que là où il n'y a plus d'interruption jusqu'à la hausse. On voit ici une légère consolidation pour ma part du coup horizontale et je ne vais pas le prendre personnellement dans ma configuration haussière. Si vous voulez prendre de votre côté le début du fanion là, vous le pouvez, vous aurez des objectifs encore plus forts. Maintenant, ce n'est pas un problème, vu que de toute manière, on indiquera différents TP, etc. etc. D'accord? Donc, on regardera ça, bien entendu, ensemble. Si vous voulez faire ce travail-là avec le bas, vous le refaites sur votre échange et vous aurez les résultats selon cela. Hein. Mais moi, je vais le faire par rapport à ceci. Vraiment, on consolide à l'horizontale, ici, pendant près d'un jour, 2 jours. Et puis, enfin, vraiment, on s'extrait vers le haut. Et là, c'est de l'oblique, oblique, 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 et on n'en sort jamais. D'accord? Il n'y a pas de réelle correction et on monte non-stop. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais déjà montrer, premièrement, l'objectif maximal de cette affaire-ci. Et ensuite, je vais vous montrer comment, personnellement, je trouve les objectifs intermédiaires pour mettre différents TP. L'objectif maximal, c'est la cassure de la résistance. Alors pour le moment, il n'y a pas encore eu de cassure. D'accord? Donc le signal acheteur n'a pas encore eu lieu à proprement parler. Le signal acheteur du fanion, ça sera quand on cassera la résistance oblique que l'on voit ici. D'accord? Une fois que cette résistance sera cassée, on placera précisément finalement le pied du fanion, la anse du fanion, je ne sais pas comment on l'appelle, bref, vous aurez compris, et on le placera par rapport à la réelle zone de cassure. Donc c'est-à-dire que si ça casse là où je mets mon fanion, donc ça traîne ici, encore 2-3 bougies, et qu'enfin ça casse après 6-7 heures de consolidation encore, ça sera là qu'il faudra poser le fanion. Alors là où on en est, ça va changer de quelques centaines de dollars, donc il n'y a pas trop d'importance non plus. On peut déjà faire le travail, spéculer le fait que ça break, peu importe finalement la zone, parce que ça casse maintenant ou un peu plus tard, ça va jouer sur seulement une centaine de dollars grand maximum. Donc on peut déjà avoir des idées de perspectives haussières qui sont assez fiables par rapport à la figure. C'est-à-dire que l'objectif maximal de ceci, ça sera, dans cette configuration-ci, bien entendu, les alentours des, plus précisément, 53 200 $. Alors, l'objectif, encore une fois, maximal, je vais le mettre par rapport à un rectangle rouge. Parce que pourquoi? Quand on ouvre des langues, c'est-à-dire des positions d'achat, on revend petit à petit pour clôturer sa position. C'est-à-dire que l'objectif maximal théorique, c'est ici, comme indiqué, les 53 200, on peut arrondir si on le veut à 53 300.
Maintenant, vous allez me dire, d'accord, du coup, viens, let's go, on construit ensemble le plan de trading. C'est-à-dire que, boum, on met également un point d'achat. Point d'achat, pour le moment, que je stipule dans la zone. Hein. C'est-à-dire qu'ici, tout simplement, à la cassure, donc pour le moment, il n'y a pas besoin d'ouvrir hein, le trade, on ouvre à la cassure. Donc, c'est-à-dire vraiment à confirmation haussière. C'est-à-dire que point d'achat, je le mets en vert. D'accord. Donc, ici, pour le moment, hein, posé comme dit aux alentours des 41 100, 41 150, peu importe, en tout cas dans ces alentours de prix. Et maintenant, vous allez me dire, c'est bien joli, une hausse super importante, mais du coup, il nous faut des TP intermédiaires. Comment est-ce que toi, CMA, eh bien, tu les places? Alors, bien entendu, il y a différentes écoles, vous pouvez le faire différemment. Moi, je le fais comme ça. Maintenant, si vous le faites de manière différente, libre à vous, bien entendu. Pour ma part, je reporte, donc ici, tout simplement l'objectif maximal, bien entendu, mais je reporte en fait le pied du fanion, ou en tout cas, oui, la hanse du fanion, sur chaque plus bas qui a touché le niveau de support. Et ça va me donner des objectifs qui sont intermédiaires. Donc ici, le premier objectif intermédiaire, on peut le retrouver ici, un peu plus bas. Donc oui, également, vous allez me dire, mais purée, mais tes objectifs intermédiaires sont déjà tellement hauts et tellement proches finalement bien, de l'objectif maximal. Oui, tout simplement parce que déjà, il faut savoir, le fanion, c'est une figure extrêmement boule. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui suit. En fait, la construction que l'on connaît suit bien entendu un mouvement brusque, du marché. Donc, c'est-à-dire un gros mouvement. Et ce gros mouvement, à un moment, trouve une phase de consolidation. Et quand elle rebreak à la hausse, c'est de nouveau un gros mouvement. Donc oui, pump sur pump sur pump. Et là, qu'est-ce qu'on vit avec le BTC pour le moment? Jusqu'à preuve du contraire et que le BTC nous dise non les cocos c'était pas ça, mais on vit un bull run, d'accord? Après, il peut toujours nous prendre un revers et nous faire retourner à 2000, c'est pas ce que je pense, peu importe, mais le BTC aura le dernier mot. Donc c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, on est bel et bien dans un bull run et c'est pas étonnant de vivre du pump sur pump sur pump, surtout dans un bull run. On l'a déjà vécu fin d'année 2017, début d'année 2018 quand c'était la fin du bull run et le début du crash. On l'a vécu également en 2013. Bref, on le sait, ça se répète et quand le BTC est bull, il est réellement bull. Donc ici, il ne faut pas s'étonner, avoir des TP qui eux également, vis-à-vis des figures vues, et surtout des figures qui sont extrêmement boules, eh bien, retrouvent déjà des objectifs également, même pour les TP intermédiaires qui sont assez élevés. Malgré tout, ici, j'ai un TP, d'accord, j'ai 2 TP, il m'en faut plus, étant donné qu'en trade, je préconise minimum 3 TP. On va donc partir sur l'autre niveau de support par rapport à ce support simplement, donc la dernière touchette ici, ou même l'avant-dernière touchette ici. Ça nous fait un autre TP intermédiaire qui s'installe un tout petit peu plus bas. D'accord. Donc oui, c'est vraiment des objectifs très haussiens. Ici, un objectif de 48 000. Et pour terminer, celui qui veut mettre d'autres objectifs, eh bien, il va le mettre carrément par rapport à celui-ci. Ici, voilà, du coup, on a également un autre objectif. J'ai toutes les données. Là, il y a 4 objectifs pour le moment, sans objectif de sécurité en plus de ça. Je vais rappeler également qu'est-ce que c'est qu'un objectif de sécurité. Ça veut dire que vous pouvez mettre ici, dans l'exemple, 3 TP majeurs, voire même 4. Donc, c'est-à-dire à 53 000. 200, on va arrondir. Un ici à 50 900. Excusez-moi. Un troisième ici à 48 600. Et ici, un quatrième TP qui peut être installé à 46 500, allez, 600. D'accord? Maintenant, il nous faut un TP de sécu. Alors, le TP de sécu, pour ma part, je le mettrai assez tôt. C'est-à-dire que je le mettrai à la cassure, ou en tout cas au niveau de résistance de double top. C'est-à-dire que oui, là par contre on le met vraiment tôt. À quoi sert ce TP, vous allez me dire? Eh bien simplement à couvrir les frais si vous avez des frais à payer, d'accord? Et également tout simplement dans le cas où il y a un crash, diminuer un maximum la perte potentielle, parce que oui, le BTC peut très bien faire ceci, pumper, et puis faire ça, d'accord? C'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, vous faites prendre votre stop, mais au moins vis-à-vis du premier TP, vous aurez vendu un peu, et donc finalement cette exposition, et donc c'est-à-dire cette perte potentielle par rapport au stop, aura été plus légère, d'accord? C'est important de le comprendre également. Mais donc c'est ça l'objectif du stop de sécurité, donc du take profit partiel de sécurité. C'est pas faire de l'argent entre guillemets, c'est juste se dire comment couvrir un maximum mes arrières. Parce que je rappelle, la méthodologie que je préconise pour ma part, c'est toujours quand vous ouvrez votre trade, après calcul de l'exposition, après calcul également du ratio, et après tout le calcul, c'est une fois que le trade est ouvert et que tout ça c'est déjà fait de votre côté, se dire maintenant il est ouvert, qu'est-ce que je peux faire pour maintenant être dynamique et ne pas avoir de perte ou un minimum de perte, et en tout cas annuler un maximum ce risque-là. C'est-à-dire qu'il faudra déplacer son stop loss, être dynamique par rapport à celui-ci et faire en sorte que le plus rapidement possible soit monté à votre point d'entrée, voire même qu'il soit déplacé suffisamment pour que ça ne devienne plus un stop loss, mais que ça devienne du coup un stop profit. Donc tout ça va de toute façon être expliqué dans cette vidéo. Je me sens assez en forme par rapport à la pédagogie que je peux apporter. Vous allez me dire, du coup, voilà, c'est super, CMA, on a mis les TP qui sont vraiment très haussiers. Là-dessus, d'accord. On a mis un TP de sécu très rapide, ça c'est vrai, mais je ne vois pas d'autre façon de l'indiquer par rapport à ceci. Donc voilà. Et c'est-à-dire que, oui, donc ici, un tout petit TP, c'est 10-15% grand maximum. D'accord, c'est pas un gros TP, c'est vraiment 10-15% de votre position, juste pour couvrir un maximum vos frais. C'est-à-dire que
où est-ce que vous allez mettre votre stop? Alors, c'est là où on va commencer à parler d'exposition. Deux choses l'une, soit vous êtes agressif dans le trade, soit vous êtes un peu moins. C'est-à-dire que soit vous êtes plus défensif ou plus offensif. C'est-à-dire que premièrement, si vous êtes défensif, vous allez mettre par rapport à ce plus bas là, par rapport à la touchette, par rapport au support. D'accord? Donc ici, boum, on met le stop loss là, c'est-à-dire aux alentours des prix des 38 700 $. Je précise, je suis sur Bitstamp pour exprimer ici mes trades, mais vous regardez l'échange réel où vous êtes et vous le mettez par rapport au vrai prix. D'accord? Ne copiez pas bêtement ce prix-là sur votre échange si vous n'êtes pas sur Bitstamp, par exemple. Hein, d'accord? Et là encore, une Bitstamp, c'est juste pour exprimer graphique. Hein. Je ne sais même pas s'il y a du levier, du trading sur Bitstamp, j'en sais rien. Je ne suis pas sur Bitstamp pour vous dire, moi je prends mes graphiques juste pour qu'ils soient vierges et que j'ai des facilités à switcher. D'accord? Boum, je switch, j'ai mon plan. Boum, je switch, j'ai mes autres choses. C'est ça qui m'intéresse, c'est de switcher rapidement et on s'en fout, on fait du nom que j'exprime. Le BTC s'exprime sur les échanges différents, avec des prix différents, mais ce n'est pas important. Ici, clairement, du coup, on va regarder l'exposition de la personne qui est défensive, voir si premièrement le trade est intéressant, mais il me semble que oui. Déjà maintenant, pour une personne défensive, c'est assez intéressant. Donc, toujours simulation de l'ouverture du trade à la cassure de la résistance, c'est-à-dire qu'ici, on a une exposition de 5,70%. Par contre, quel est le ratio? Attention au ratio à aller chercher pour le lire dans l'objectif maximal, qui va nous donner ici un ratio de 5,08, mais attention encore une fois et toujours, le ratio de 5,8 n'est pas celui qui correspond réellement par rapport au trade qui va être joué. Pourquoi? Parce que nous, on met un TP de sécu et on met plusieurs TP intermédiaires, d'accord? C'est-à-dire que, en fait, ces 5,08 correspondent au ratio si on achetait là, dans la zone verte, et qu'on ne prenait pas en compte tous les TP intermédiaires et qu'on revendait de nouveau à 100% dans ces fameux 53 000 $. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non, on vend un peu là, 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 jusqu'à bien tenir un maximum son trade. Donc c'est-à-dire que pour simplifier facilement et avoir un aperçu facile du ratio, grossièrement sans aller dans des calculs farfelus directement, vous pouvez le faire pour avoir un ratio parfait par rapport à vos pourcentages, etc. Mais moi, je le fais de façon simple, on le divise par 2. Boum, 5 de ratio, non, en fait non, on le divise par 2, on est plutôt à 2,5 de ratio pour avoir vraiment une idée propre. On est au-dessus du ratio de 1, donc ça commence déjà à être intéressant. Un ratio inférieur à 1, c'est ridicule, ne jouez pas ça. C'est-à-dire que si par exemple, vous mettez plusieurs TP, que vous avez ici un ratio qui s'exprime par exemple du coup, on va mettre 1,80. C'est dégueulasse, c'est mauvais, d'accord? Parce que vous allez le diviser, vous aurez votre trade avec plusieurs TP, et en fait, vous êtes à un ratio inférieur, vous l'aurez compris, à 1. Ça ne se joue pas. Vous avez finalement plus de chances de perdre que de gagner. Je ne sais pas si vous suivez la logique, c'est pas bon, d'accord? Donc non. Ici, par contre, oui, on est bon. On est sur un ratio de 5, mais c'est-à-dire simplifié, entre guillemets, rapporté à la réalité, si on peut s'exprimer comme ça, de 2,5. Donc ça, c'est propre. Ça, c'est déjà bien pour la personne qui est défensive. Malgré tout, il y a quelqu'un qui va me dire, non, mais moi, je suis beaucoup plus agressif. Oui, pas de problème, hein, tu peux. Hein. Celui qui joue, bien entendu, avec un risque plus grand, a également, tout ça, du coup, une récompense qui est potentiellement plus grande. Mais c'est-à-dire, elle peut également se faire sortir plus rapidement du trade, malheureusement. Mais c'est ça, le jeu du risque-reward. C'est toujours ça, finalement. C'est pouvoir se dire, je vais accepter ce risque-là en voulant gagner beaucoup plus, mais également potentiellement me faire sortir plus vite du trade. Où est-ce qu'on va potentiellement poser, du coup, vous allez me dire, mais mon stop loss? C'est par rapport au dernier niveau de support qui est indiqué. Alors, il faudra vraiment la cassure. Hein. Cassure, on commence. Là, maintenant, il n'y a pas. Donc, pour le moment, le dernier niveau de support, c'est-à-dire le tout dernier niveau de plus bas qui peut être identifié, c'est ici. Pour le moment, il n'y a pas de confirmation haussière. Donc peut-être qu'il va réécraser un peu et puis rebondir et enfin donner le signal haussier. C'est-à-dire que vraiment, la personne agressive va vraiment le mettre sur les dernières mèches qui vont indiquer un tout petit support. Donc ici, pour le moment, à l'écran, c'est celle-ci. Donc la personne va indiquer son stop loss. Imaginons que ça casse maintenant, d'accord, que le niveau d'achat passe maintenant. Eh bien, la personne va indiquer son stop loss aux alentours des 39 966 $. Ça ferait, vous l'avez vu, une exposition de plus que 2,80%. Allez, 2,90, on va arrondir à 90. Ça nous fait du coup un ratio de 10. Là, ça devient vraiment très flatteur comme ratio. Et donc, on le simplifie, ça va faire un ratio de 5. Donc là, la personne va pouvoir jouer un capital plus important sur ce trade. Je rappelle, encore une fois, le risque management, etc., que j'explique souvent. Il faut qu'en fait, vous ayez par rapport à votre capital total de trading, que sais-je, disons que c'est 10 000 €, d'accord? Vous jouez 10 000 €, en tout cas c'est votre capital total de trading. Vous dites, mais sur ces 10 000 €, je veux perdre 1% seulement à chaque trade potentiel. C'est-à-dire que ces 2,90% correspondront, si vous perdez ce trade, à ce 1% par rapport aux 10 000. C'est-à-dire qu'il faut faire une règle de 3, etc. pour trouver combien, bien entendu, on peut jouer sur ce trade, quel capital on va pouvoir jouer sur ce trade, pour ne perdre, si on se fait prendre son stop loss, que le 1% total
de finalement ce capital trading qui est de 10 000 $. D'accord? Donc ça, c'est un travail à faire de toute façon, hein. C'est pas très compliqué, une règle de 3. Je pense que j'ai été assez compréhensible. Compréhensif ou compréhensible? Non, compréhensible. Et donc ça devrait aller. Ce que j'explique également, c'est un risk management ultra simple. Ultra simple, mais ultra sûr. D'accord? Il y a d'autres profils de risk management. Vous avez qu'à vous renseigner sur Google, ça existe. C'est pas ceux que je tiens, mais il y en a d'autres. Et donc, pas besoin de dire mais non, mais c'est trop simple ce que tu expliques. Oui, c'est simple, mais je vous dire, c'est quand même très efficace. Maintenant, à vous de voir si vous voulez adopter un autre style de risk management, et là-dessus, il n'y a pas le moindre problème. C'est-à-dire que là maintenant, le ratio devient extrêmement bon pour la personne qui était un peu plus offensive, mais à vous de voir si oui ou non vous voulez faire ça de cette manière-là. L'objectif, bien entendu, ça sera, une fois que le cours pump comme suit, eh bien de le plus rapidement possible. Alors pas trop vite, bien entendu, mais quand vous voyez que vraiment ça est bien parti, qu'on commence à prendre vos premiers TP, eh bien à ce moment-là, déplacez votre stop loss à votre point d'entrée. Et donc qu'est-ce que ça fait? Regardez bien, que vous soyez à 5% d'exposition, hein, ou que vous soyez à 2%, peu importe, si vous voyez que ça pump bien, eh bien vous déplacez votre stop à votre point d'entrée, ça diminue et ça annule, vous voyez bien, l'exposition jusqu'à l'amener à 0. Une fois qu'elle est à 0, il n'y a plus de perte potentielle vis-à-vis, encore une fois, je rappelle, du stop loss. Également, attention, je mets des guillemets, plus de perte potentielle, mais si jamais il y a une bougie rouge des enfers qui arrive, il se peut malheureusement que votre ordre ne soit pas pris, c'est-à-dire que le stop loss ne soit pas pris et que le trade ne soit pas clôturé. Alors, ça arrive, c'est le risque du trading et c'est un peu comme le casino. Il y a cette fameuse couleur rouge, il y a cette fameuse couleur noire et il y a surtout cette fameuse couleur verte. C'est un peu ça, hein, finalement, que nos petits échanges ont. Parfois, eh ben, voilà, votre trade ne se fait pas clôturer. Et c'est un peu ça qui est un peu dommage également. Maintenant, n'empêche, ça, c'est le trade que l'on voit finalement assez haussier et assez fort. Et c'est celui, entre guillemets, que je défends. C'est-à-dire que oui, si j'avais un trade, c'est celui-là que je jouerais dans les figures chartistes simples. Il y a un trade qui est un peu plus timide. Je vais tout de même le montrer, c'est un double bottom, mais il est vraiment beaucoup plus timide et je ne le jouerai pas. Je ne le jouerai pas parce que du coup le ratio n'est pas bon. Mais je vais quand même le montrer, étant donné que c'est le job, hein. On va essayer de tout montrer ensemble. C'est un double bottom. Je vais le montrer rapidement, hein. Je ne vais pas m'attarder 10 heures dessus parce qu'il est vraiment pas séduisant du tout. Mais comme ça, on voit toutes les figures ensemble. Le double bottom, il est où? Alors, pas compliqué. Je vais passer même en horaire pour le voir. C'est une toute petite figure ici. Double bottom, pas compliqué. On peut l'appeler également W. Double bottom, je le dessine. Je prends ceci. Je pars par rapport à là, la ligne de coup. Boum. Boum, 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 et puis après on break vers le haut. Pour le moment, il y a un petit, comme on appelle, rollback, throwback, enfin en tout cas en retour pour le moment, d'accord, une chasse au stop si on peut l'appeler comme ça, mais on devrait continuer dans cette figure-ci, confirmer, et bien à monter. C'est-à-dire que la ligne de coup, elle s'installe où? Elle s'installe ici, d'accord. Je rappelle également une W ou un double bottom, on ne peut pas avoir un second plus bas, d'accord, c'est toujours les plus bas qui sont toujours plus hauts par rapport au précédent plus bas, pardon, et pas le contraire, d'accord, on ne peut pas avoir ça. Sinon, si vous voyez quelque chose qui se dessine comme ça, non, c'est pas un W, c'est pas un double bottom. Le double bottom ou le W, il faut que ça s'installe comme ça, et donc clairement, on voit qu'en fait, ça monte, d'accord. Si ça ne fait pas ça, ce n'est pas un W ni un double bottom, et c'est-à-dire que la figure ne s'indique pas et n'est pas validée non plus. Alors, premièrement, ceci, à quoi comme objectif? Alors, on prend comme toujours en fait la vague, non, mais finalement le creux le plus profond, c'est-à-dire le premier creux, et on le reporte à la cassure de la ligne de coup. L'objectif de ceci, du coup, vous l'avez vu, c'est beaucoup moins flatteur. Ce sont carrément les 43 000, carrément, même pas finalement, seulement finalement les 43 400 $. Ça nous fait un ratio pas bon du tout, étant donné qu'en fait, dans cette configuration-ci, pour les défensifs, on doit l'installer, comme vous le voyez ici, en fait, dans le second creux, c'est-à-dire que le ratio est pas bon, en fait, hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré, c'est pour ça que je ne vais pas en parler beaucoup. D'accord, j'en parle pas beaucoup parce que clairement c'est un ratio de 1.06 divisé par 2, 0.5, c'est pas du tout un bon trade à jouer. Donc soit on joue le grand trade, soit on joue pas de trade, d'accord, c'est ça et c'est pas plus compliqué. Donc là maintenant, on attend de façon de voir ce qui se passe par rapport au fanion, etc. Également, vous allez me dire, mais quelle autre indication on peut regarder à l'écran? Pour ma part, je vois des divergences haussières cachées un peu partout. C'est-à-dire que pour montrer la plus forte, bien entendu, je passe dans la time frame où on l'observe le plus fortement et c'est ici en 4 heures. Alors en 4 heures, je vais essayer de bien montrer ça, d'accord, hop, comme suit, boum. J'espère que je suis net. Voilà, super. Alors, on va la montrer. Alors, la divergence cachée, elle est où? Et pas cassée. Elle est ici. On va voir ce premier creux par rapport à ce second creux-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on descend. C'est un peu comme je le dis souvent, un toboggan qui descend, comme vous voyez, sur le RSI. Alors que sur le cours, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport à ce creux-ci qui est identifié ici, et également ce creux-ci qui est identifié là,
Je reprécise également, pour lire les divergences, on regarde le corps de bougie et non pas les mèches. D'accord? Donc ne regardez pas où se termine la mèche. Donc on regarde vraiment là où en fait le corps, c'est-à-dire où c'est épais, là où c'est fin, et donc les mèches de bougie, on n'en parle pas pour lire les divergences. D'accord? Le récit se calcule seulement uniquement par rapport à la clôture de la bougie et non pas là où le prix a été cherché. D'accord? Ça, attention, encore une fois et toujours. Parfois on se trompe. Et donc j'essaie d'être complet pour cela également. C'est-à-dire que la divergence, elle est où et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a une différence. Divergence, vous voyez ça comme une différence. C'est-à-dire qu'en fait, ici, au contraire, ça monte. Un peu comme, je le réexprime, un escalator. Escalator, pardon. C'est-à-dire que ça descend en toboggan, ça monte escalator. Waouh, j'ai un peu du mal avec ce mot-là. C'est-à-dire que divergence, haussière, cachée. C'est un gros signal d'achat. D'accord? Plus la time frame est grande et plus c'est intéressant. Je la lis ici en 4 heures. Il me semble que je la lis également en 2 heures. En 2 heures, je la lis également, etc. Bref, je la lis dans pratiquement toutes les time frames. C'est-à-dire que 4 heures, c'est déjà très propre. Et ici, clairement, eh bien, ça nous indique une belle hausse à venir. Et on peut s'appuyer sur ce trade qui est indiqué ici à l'écran. Donc, déjà, un signal supplémentaire pour monter. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Je voulais voir également par rapport au time frame plus grande, non plus par rapport à ces divergences-là, parce qu'en time frame plus grande, en fait, on ne verra plus les petites fluctuations d'ici. Ce qui est en 4 heures, si je passe en jour ou en weekly, on ne voit plus ça. C'est plus qu'une seule bougie. Donc, on va quand même passer en daily. Et on va regarder en fait ce qui est en train de se passer actuellement en daily. Alors, pour le moment, en daily, alors je dézoome à fond, on est en train de faire pour le moment le plus haut du plus haut depuis quelques années. D'accord? Alors, pas depuis 3-4 ans, parce qu'il y a eu le plus haut ici, par exemple, indiqué aux alentours des 2017. Mais là, dans la phase où on est par rapport finalement au dernier bull run, la phase de crash et actuellement, on est en train de faire le plus haut en daily. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux indiquer par là? C'est qu'il n'y a aucune divergence baissière d'indiquer pour le moment. Aucune. Toutes les divergences baissières en daily qui auraient pu être identifiées par le passé ont toutes été supprimées. Donc il n'y a plus de divergence baissière. On va passer également en weekly, voir s'il y a potentiellement une divergence baissière. On est en train de faire également toujours du plus haut. Il n'y a plus aucune divergence baissière, d'accord? Plus aucune non plus. Donc pour moi, vous le comprenez, il n'y a que du signal boule, même dans les time frames plus grandes, d'accord? Et on va passer en monthly juste pour s'amuser, voir qu'est-ce que le monthly nous indique. Là, ok, pour le moment, en monthly, on a une divergence baissière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, sur le court, ça monte, les plus hauts montent, mais au contraire, sur le récit, les plus hauts du récit, eux, descendent. Alors, oui, on le lit, mais il faut faire attention à une chose, c'est que ces fameuses divergences, peuvent à un moment, bien entendu, se faire effacer également. Pour le moment, tout en daily se sont effacées, en weekly, elles se sont également toutes effacées, et maintenant, on n'attend plus que la monthly, en fait, vis-à-vis du bull run, se fasse effacer également. C'est-à-dire que grossièrement, qu'est-ce qu'on doit voir en monthly? C'est bête, et c'est pas plus simple, mais en fait, si je reprends mon petit brush, et mince, où sont les brushes? Ah voilà, super. En fait, ça devrait continuer à monter et réeffacer, en fait, notre petite divergence ici. D'accord? De toute façon, voilà, le monthly en bull run, c'est un peu compliqué à analyser. Clairement, je ne vais pas vous le cacher. Et pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien, aucune divergence vis-à-vis de ceci. Il n'y a même pas non plus quelque chose qui se lit comme ça, pas du tout du coup, mais qui se lit comme suit. Non, il n'y a aucune divergence, rien du tout. Il n'y a rien. C'est-à-dire que là en haut, ça aurait fait quelque chose de plus haut. Il n'y a rien, d'accord? Donc non. En monthly non plus. Donc moi, je ne vois que du bon. Je ne vois que du bon, mais que du bon. Également sur un autre indicateur que l'on peut lire, il n'y a pas si longtemps, il nous a donné un très beau niveau d'achat. C'est-à-dire que, un bon niveau d'achat. C'est-à-dire que là en monthly, ça se voit. Je ne vais pas montrer ça en monthly, je vais montrer ça en weekly, pardon. Ici, clairement, il nous a donné un niveau d'achat aux alentours du 30 novembre. Pour le moment, ça ne fait que pumper. Il n'y a pour le moment aucune raison de se dire qu'on est en phase d'accumulation. D'accord? Pour le moment, on n'a toujours pas la moindre zone rouge, et donc c'est-à-dire la moindre zone d'accumulation de dessinée. Même si on a l'impression que ça se resserre, attention, le cours, et en tout cas, c'est-à-dire cet indicateur-ci, peut se resserrer, mais jamais en fait déroger à cette constance haussière et donc c'est-à-dire jamais se croiser. Donc vraiment, on attend avec cet indicateur qui est en fait, je ne l'ai pas dit, mais le H-ribbon, et bien tout simplement le fait réellement qu'il se croise et que vraiment il indique une zone de capitulation, de finalement accumulation, pour vraiment se dire, ok, là maintenant on est dans une phase de pause, entre guillemets, vis-à-vis du BTC et de sa hausse, et après il redonnerait un nouveau niveau d'achat. Mais pour le moment, on est toujours sous ce niveau d'achat, on n'en est toujours pas sorti, et il n'y a toujours pas d'indication de frein à ce niveau d'achat. Donc pour le moment, également, cet indicateur, qu'il soit en weekly, qu'il soit également en daily, pour le moment est bon, d'accord? Attention également, certaines personnes vont me dire, mais CM1, il est presque dans les tops, etc. Il faut faire attention, non?
ces indicateurs-là, ou en tout cas ce H-ribbon plus précisément, c'est un indicateur qui ne fait que monter, d'accord? Donc il n'y a pas à se dire il y aura un top. Non, il n'y a pas de top, c'est pas comme le RSI où il y a finalement un top à 100. Non, il n'y a pas de 0 à 100. Non, là on peut monter, 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 il n'y a pas de ça, d'accord? Donc on fait attention bien entendu, on ne se méprend pas par rapport à cet indicateur en se disant mais on est dans les tops. Non, il n'y a pas de top entre guillemets pour cet indicateur-ci. Maintenant, par rapport à tout cela, est-ce que j'ai tout vu? Analyse assez simple, hein, pas complexe, quand même un beau trade à voir en perspective, bien entendu. Et autrement, je ne vois pas de signal baissier. Ben voilà, je ne vois pas de signal baissier, donc finalement que du bon. Hein. Donc ici, on attend que le fanion se confirme, que la cassure se fasse et qu'enfin ce gros mouvement haussier se confirme. Sur ce, je ne vais pas faire plus long. Merci encore à tous d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux et on se voit à plus tard. Ciao.